Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, nous allons parler de la réforme de la haute fonction publique. Mais, tout de suite, les brèves. Commande publique, arrêt intéressant de la CA de Nancy sur le fait qu'un maître d'ouvrage ne peut indemniser des fautes commises par d'autres intervenants, ce qui permet d'examiner les relations en cascade qui peuvent exister ensuite sur de tels chantiers. Adaptation des CCAG sur les questions de livraison continue numérique par un arrêté du 14 décembre et une décision importante du tribunal des conflits. Alors, en septembre dernier, on en avait parlé ensemble, le tribunal des conflits nous a dit « Ah, mais oui, mais quel est le type de contrat et quel est le juge compétent lorsque j'ai un groupement de commandes mixte avec des acheteurs publics et des acheteurs privés ?» Ce mode d'emploi est légèrement simplifié et nuancé par une nouvelle décision du tribunal des conflits du 10 janvier 2022. Si j'ai un contrat unique, on applique le mode d'emploi après le groupement de commandes, le mode d'emploi de septembre dernier. On va regarder où vont les masses, les majorités en volume financier entre le public et le privé. Si j'ai derrière plusieurs contrats, mais une seule et même passation, il suffit que j'ai un contrat de droit public dans l'ensemble pour que ce soit le juge administratif qui soit compétent pour être juge des référés précontractuels. Et puis, décision toujours du tribunal des conflits, cette fois-ci sur les marchés de travaux. Si une société indemnise intégralement un maître d'ouvrage, puis qu'elle se retourne ensuite vers d'autres entreprises ou les assurances, quel est le juge compétent par cas? Réponse. Décision du 10 janvier 2022. Arrêt également de la CA de Versailles sur les questions d'indemnisation après une offre irrégulière retenue pour un candidat lui-même irrégulièrement évincé. Sortons de la commande publique pour aller dans un domaine qui en est proche, qui sont les appels à manifestation d'intérêt. Quand on va lancer un appel à manifestation d'intérêt, le TA de Limoges nous dit qu'on doit, comme toujours, être d'une parfaite impartialité, même si on est dans un domaine où il y a un peu d'intuitu personnel, ce qui n'est pas en soi révolutionnaire, et que s'il y a un litige là-dessus, et que derrière ça conduit à un contrat, on peut se retrouver avec des cas où il faut en passer par l'application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne en termes de pur contentieux, ce qui là, pour le coup, est plus discuté. Finance maintenant. Le gouvernement a assoupli, en tout cas temporellement, et clarifié son mode d'emploi pour l'aide aux communes lorsque celles-ci vont acheter des capteurs de CO2 dans les écoles. La CA de Nantes a confirmé que même en classe 6, même sur le fonctionnement, il y a bien droit à du FCTVA, même pour des choses faites en régie. Évidemment, il n'y aura pas de FCTVA sur les dépenses sur les agents ni sur les dépenses exonérées de TVA, mais il y aura bien sur les achats, par exemple, de fournitures en classe 6 sur de la voirie, droit au FCTVA, contrairement à ce qui était la position de l'État. Et puis toute une série d'autres actualités financières classiques en janvier que voici. Évidemment, l'actualité demeure surtout dominée par les questions sanitaires, avec ce fameux échec en commission mixte paritaire sur le nouveau projet de loi, sur le pass vaccinal après le pass sanitaire, chacun ayant glosé sur le fait que l'échec en commission mixte paritaire est venu, semble-t-il, d'un tweet d'un parlementaire qui a fait capoter du coup le débat. Diable. Et puis, à côté de l'actualité législative, il y a aussi une actualité jurisprudentielle forte, puisque le Conseil d'État, en référé collégial, a fixé les règles, ajuster les règles sur le port ou pas du masque tel qu'imposé par les préfets. En réalité, on reste sur la grille canonique en matière de pouvoir de police. Il faut que ça soit ajusté aux problèmes concernés en termes de temps, d'heures et d'espace. Et il continue à y avoir la possibilité de légère simplification pour des raisons d'intelligibilité. Sur cette base assez classique, le tribunal administratif de Versailles puis celui de Paris ont censuré donc des arrêtés préfectoraux, alors que celui du préfet des Hauts-de-Seine a été validé par un autre tribunal administratif. Et puis, grosse actualité aussi en fonction publique. Alors, le juge des référés qui botte en touche quand on va lui dire que quid de l'application ou pas de ces fameux 3 jours au moins de télétravail hebdomadaire en ce moment, de continuation
c'est toujours la suite des Ségur de la santé, d'ajustement sur un certain nombre de personnels, notamment pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture territoriaux, cadre d'emploi et échelonnement indiciaire. Quels indicateurs doivent figurer dans la base de données sociales? Réponse par un décret. Et puis fin anticipée de détachement, attention, la décision doit être motivée, nous dit le Conseil d'État. Et puis un décret du 30 décembre 2021 est intervenu sur l'engagement de servir des policiers municipaux. Et puis l'actualité est dominée par la décision du Conseil constitutionnel qui a validé ce qui était la solution de l'ordonnance de septembre 2021 sur l'intégration au poste de maître des requêtes au Conseil d'État et de conseiller référendaire à la Cour des comptes, ainsi que les modalités d'intégration à la grande nouvelle inspection générale de l'État. Ces modalités faisaient intervenir des représentants des juridictions, de l'exécutif et du législatif. Eh bien, cet équilibre, qui ne fait pas très séparation des pouvoirs, cela dit, mais que l'on retrouve y compris au Conseil constitutionnel dans sa désignation, a été validé dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique par une décision du Conseil constitutionnel du 14 janvier. Nous en parlerons tout à l'heure dans notre grand dossier. Enfance maintenant, un accord est intervenu sur un projet de loi relatif à la protection des enfants avec beaucoup de petites mesures, mais qui au total font un texte important. Donc nous en reparlerons. Et puis en urbanisme, le Conseil d'État répond à une question. Si j'ai une construction dont la destination est différente de celle prévue dans une OAP, est-ce que du coup c'est forcément incompatible avec celle-ci? Réponse intéressante. Et puis des mini-brèves. Que voici. Que voilà. Et puis que voilà. Et puis que voici encore. Mais passons à notre grand dossier. Faisons un point ensemble sur la réforme de la haute fonction publique de l'État. Alors, le président de la République l'annonce, le rapport Basser le prépare, il y a une ordonnance en septembre, puis un décret, notamment le 1er décembre, qui font cette grande réforme. Oui, ok, l'ENA est remplacée par l'INSP, certes. Rappelons d'ailleurs que dans ce domaine, le modèle français diffère sur un certain nombre de petites choses de ses voisins. Jamais de manière totalement notable, mais tout de même. Mais ces réformes en cachent d'autres que l'on retrouve déjà dans l'ordonnance du 2 juin 2021 qui valorise la prise de risque. Ça c'est dans le discours en tout cas. C'est-à-dire l'idée c'est on n'est pas sur des rails uniquement parce qu'on a été de l'ENA pour la suite de sa carrière. Au contraire, on casse cette continuité dans la carrière et on globalise, on fusionne les corps pour qu'il y ait une plus grande mobilité et, espère-t-on, ascension, y compris sociale, y compris valorisation de la qualité professionnelle au fil de la carrière. C'est en tout cas ce qui est évoqué comme raison par les promoteurs de cette réforme. Valoriser une diversité dans les expériences acquises. Privilégier des missions opérationnelles, en tout cas pour les premiers emplois, avant que d'arriver dans les fonctions juridictionnelles de contrôle ou d'inspection qui sont les fonctions classiquement considérées comme très prestigieuses. Valoriser les qualités des pratiques professionnelles dans leur diversité, c'est important, c'est ce qui est souhaité. Ceci dans la prolongation du programme, ou plutôt des programmes en réalité talents du service public. Cette INSP, qu'on s'en félicite ou qu'on le regrette, succède donc à l'ENA avec une originalité. Elle va dispenser un tronc commun, on ne fusionne pas les écoles. On ne fusionne pas INET, ENM, etc., mais elle va dispenser, organiser un tronc commun. Il y aura un tronc commun pour toute une série d'écoles. Et l'INSP, à côté de ce tronc commun, va assurer une sorte de formation continue, plus, un peu comme à l'école de guerre à l'armée, une formation d'excellence pour la très haute fonction publique. Le principe du classement de sortie devait être remis en cause, puis finalement été maintenu. Finalement, il est gardé, mais il est envisagé qu'il soit remis en cause à terme. Bien. Et donc, au cœur de cette réforme, à compter de 2023, tous les élèves sortants de l'INSP seront affectés sur des postes opérationnels, on dit souvent en préfecture, c'est un petit peu plus varié que ça, qui pourraient être dans des services déconcentrés de l'État, mais aussi en administration centrale, ou même dans les services de l'État à l'Europe, à l'étranger, ou chez des opérateurs de l'État. Ceci dit, pour ne pas dissuader les plus prometteurs
de ces jeunes sortis de l'école. Il est question que ce temps opérationnel puisse varier en réalité selon que l'on est ou pas dans la botte. Ben oui, mais comme en même temps on va changer à terme le classement de sortie, comment va-t-on gérer tout ceci? Toute une série de textes ont été adoptés, on pense notamment à l'important décret 2021-1216 du 22 septembre 2021, mais tout n'est pas encore totalement sur des rails définitifs. C'est au prochain mandat présidentiel et législatif, 2022-2027, qu'il va falloir travailler sur la réforme des épreuves de concours. Si on supprime le classement ou si on le réforme, ça va sans doute s'accompagner d'une spécialisation des élèves durant la scolarité. À voir. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ceci et des lignes de directrices de gestion qui sont aujourd'hui ministérielles et qui deviendraient interministérielles pour notamment les aspects de GRH? Sachant que, évidemment, sur tous ces sujets-là, les candidats à l'élection présidentielle ne sont pas tous au même diapason, loin s'en faut. Derrière cette réforme incarnée par l'INSP, on a la fameuse suppression, ou plutôt fusion des corps et même des inspections, avec du coup la création d'un statut particulier du corps des administrateurs de l'État, conduisant à un décret du 1er décembre, puis ensuite pour l'échelonnement judiciaire, un autre du 13 décembre. Et puis l'État, avec cette main-d'œuvre de haut vol qui n'est plus dans silo par silo, se dote d'une sorte de grande DRH avec la dièse, décret du 24 décembre 2021, où on a une délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État qui fait sorte de super DRH, et des délégués ministériels à l'encadrement supérieur et au comité de pilotage stratégique de l'encadrement supérieur de l'État, donc un système qui se veut simplificateur, mais cette simplification pourrait être débattue. Alors, ceux qui s'opposent à ce texte espéraient beaucoup dans la saisine du Conseil constitutionnel. Mais sur ce qui a fini par arriver sur le bureau du Conseil constitutionnel en QPC, il restait essentiellement les questions de désignation des maîtres de requête au Conseil d'État et de conseil référendaire à la Cour des comptes, ainsi qu'à celle des services d'inspection générale de l'État. Et là, par-delà des considérations qui peuvent sembler techniques, ce sont des sujets assez déterminants qui ont été tranchés. Cette réforme a sans ambiguïté pour effet d'aggraver la situation de la juridiction administrative dont le statut apporte déjà en l'état très peu de garanties d'indépendance. Que la mise en place des nouvelles règles dont la constitutionnalité est soumise à votre censure pose une double difficulté. Vous relèverez à la lecture des nouvelles dispositions du Code de justice administrative que la moitié des membres de ces commissions est directement désignée et de manière discrétionnaire par le gouvernement et les présidents des deux chambres parlementaires, ce qui en soi pose d'évidentes difficultés au regard de la séparation, théorique en l'espèce, entre les pouvoirs. Aucun texte ne doit avoir pour objet ou pour effet de faire régresser ces garanties constitutionnelles, déjà bien faibles pour un ordre administratif, pour un ordre de juridiction dont bénéficie le corps des juges administratifs. Toutefois, ces dispositions posent deux difficultés au regard des principes de séparation des pouvoirs, d'indépendance et d'impartialité des juridictions. D'une part, la composition de cette commission, qui joue un rôle capital dans le recrutement des juges administratifs suprêmes, est strictement paritaire. La QPC qui est présentée devant vous pourrait être l'occasion pour le Conseil constitutionnel de synthétiser et de préciser les garanties constitutionnelles qui entourent l'exercice par les juges administratifs de leurs fonctions. Et ce faisant, le Conseil constitutionnel ferait coup double. Il préviendrait d'abord toute atteinte disproportionnée par le législateur à la séparation des pouvoirs, à l'indépendance et à l'impartialité des juridictions administratives, mais il éviterait également tout risque de condamnation dans l'ordre européen de l'organisation juridictionnelle française. L'inspection générale, la question qui se pose, c'est celle de savoir si vous devez ou non aujourd'hui consacrer explicitement un principe de valeur constitutionnelle d'indépendance des agents chargés de missions d'inspection générale. La première considération, c'est l'article 15 de la Déclaration de 1789, le droit de tous les citoyens de demander des comptes aux administrations. L'État vous dit qu'il n'est pas possible de consacrer cette exigence d'indépendance parce que, organiquement, les agents chargés des missions d'inspection générale sont des agents publics rattachés à des ministères, évidemment. Évidemment, et c'est pas de ça dont il s'agit.
D'abord, il n'y a aucune objection de principe à consacrer une indépendance d'agents publics. Vous l'avez déjà fait à propos des enseignants-chercheurs, ça a été fait à propos des inspections du travail, ça a été fait à propos des statisticiens, etc. Donc il n'y a pas d'objection de principe. Mais surtout, l'argument me paraît inopérant. Il me paraît inopérant puisque ce qui est en débat ici, c'est uniquement une indépendance d'esprit. C'est de pouvoir s'assurer que les membres des inspections générales, quand ils rédigent leur rapport, quand ils présentent leurs conclusions, l'ont fait en toute indépendance, en leur âme et conscience et avec toute la franchise requise. Il s'agit simplement de s'assurer de deux choses. D'une part, que lorsque le ministre dispose d'un rapport, il en fait ce qu'il veut. Il peut le publier, il peut ne pas le publier, c'est son choix. Mais dès lors qu'il a fait le choix de le publier, il est absolument indispensable qu'on soit absolument certain que le contenu de ce rapport est sincère. La Cour européenne des droits de l'homme a consacré cette exigence. Cette exigence de non-régression, je crois qu'elle peut être consacrée dans les deux domaines qui nous occupent aujourd'hui et particulièrement dans celui de l'indépendance des magistrats. Pourquoi ? Parce que la continuité des institutions, la pérennité des institutions, c'est ce qui garantit la continuité, la solidité de notre état de droit. Les institutions restent, les hommes passent. À partir de là, venir dire on ne peut pas adopter un nouveau mécanisme qui présenterait moins de garanties quant à l'indépendance, que ce soit de l'inspection générale ou des magistrats, que ceux qui existaient jusqu'à antérieurement, me semble être un élément fondamental de l'état de droit. Et en l'occurrence, quand on pose la question à l'État de finalement quel est l'objet poursuivi par cette réforme, pourquoi cette réforme du mode de recrutement des membres du Conseil d'État de la Cour des comptes, la réponse est en substance, on veut favoriser les mobilités, élargir le vivier. Mais a-t-on besoin, pour favoriser la mobilité, élargir le vivier, et je ne suis pas là pour porter d'appréciation sur la pertinence de l'objectif poursuivi, a-t-on besoin d'instituer un système dans lequel on fait intervenir une commission d'intégration qui sera composée pour partie de pouvoir législatif, de membres nommés par le pouvoir législatif et exécutif, là où jusqu'à présent, on a un système républicain tout à fait classique où les membres qui intègrent ces deux institutions, le Conseil d'État et la Cour des comptes, sont sélectionnés à l'issue d'un concours nommé par un jury indépendant sur la base des preuves qui permettent de donner une notation et d'objectiver tout ce processus. C'est que le principe d'indépendance des juridictions est un principe constitutionnel, premièrement, et deuxièmement, un principe absolu. Ce n'est pas un principe qui est soumis à des règles de proportionnalité. Ce n'est pas un principe qu'on peut concilier avec quoi que ce soit. Le principe d'indépendance des juridictions ne supporte pas quelque atténuation que ce soit. Entendez-moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'une institution, une commission qui serait nommée par le président de la République, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale ne donnerait pas des garanties d'indépendance et des garanties d'impartialité. Ce n'est pas mon sujet. L'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2021 instaure à cette occasion, au niveau législatif, les garanties d'indépendance et d'impartialité des services d'inspection essentiels à leur bon fonctionnement. Les articles 7 et 8 de l'ordonnance, quant à eux, revoient les modalités d'intégration pour le Conseil d'État et la Cour des comptes au grade de maître des requêtes et de conseiller référendaire, tout en tenant compte des garanties d'indépendance attachées à l'exercice des fonctions juridictionnelles. L'autonomie nécessaire au bon déroulement de leur mission assure la qualité de leur production qui doivent éclairer le gouvernement de manière neutre et documentée sur le fonctionnement et les pratiques administratives. Mais elles ne sauraient revêtir la même nature et le même niveau de protection que l'indépendance reconnue aux juridictions au titre de la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Le gouvernement a toutefois fait le choix délibéré et sans précédent d'élever au niveau législatif des garanties d'indépendance pour les agents exerçant leurs fonctions dans les services d'inspection générale. Les dispositions contestées renforcent, tout au contraire, les garanties qui s'attachent à l'indépendance de la justice et assurent l'objectivité du processus de nomination des magistrats. La mise en place d'une procédure de sélection faisant intervenir un organe chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'exercice des fonctions de magistrat, dont l'avis lie le pouvoir exécutif pour l'accès au grade de maître des requêtes et de conseiller référendaire, n'est en rien susceptible de porter atteinte à l'indépendance de la justice. Bien au contraire, elle constitue une recommandation de la Commission de Venise, tandis que l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du tribunal avant leur nomination par les États membres. De plus,
La composition et les règles de fonctionnement des commissions d'intégration permettent d'assurer son indépendance à la fois des pouvoirs législatifs et exécutifs, mais aussi de l'autorité à laquelle elles sont appelées à soumettre un avis portant sur l'aptitude des candidats à l'exercice d'un emploi de juge. Le Conseil constitutionnel a, donc, le 14 janvier 2022, validé le texte de l'ordonnance. Certains espéraient qu'on aurait une censure de ce texte au stade notamment de la commission chargée de présenter les candidatures pour éviter la présence de l'exécutif et du législatif et pour favoriser donc une magistrature professionnelle, pur sucre, et non pas une structure où on est administrateur de l'État en même temps ou autant que juge, et notamment dans les premières années de ces classes. Cela est important parce qu'on est au cœur de la réforme d'une part, et d'autre part, on est quand même sur un débat sur le point de savoir si on veut une magistrature administrative totalement séparée de l'administration avec ce que ça a comme inconvénient, connaissance de l'administration, compréhension de ses rouages, mais aussi garantie d'indépendance différente que quand vous dépendez de l'exécutif pour la qualité de vos mobilités. Et donc là, on se retrouve avec le Conseil constitutionnel qui a validé le régime qui était proposé, régime qui d'ailleurs n'est pas sans évoquer les désignations au Conseil constitutionnel ou l'existant. Donc il était difficile de censurer ceci au nom de principes constitutionnels qui eussent posé des problèmes à la fois pour la censure de l'existant, voire même sur le principe même de certains éléments importants de notre Constitution. Pour les magistrats, notamment de CRC, de CTC ou de TA, c'est aussi la fin d'un espoir d'une réouverture plus souple du passage entre juridiction de premier degré ou d'appel et juridiction suprême ou équivalente, pour le cas de la Cour des comptes. Ce sujet est passionnant, il est important pour la garantie de nos magistrats, il est important pour la qualité de notre haute fonction publique, mais aussi pour des questions d'ascenseur social. Et justement, toutes ces questions-là seront en toile de fond de la prochaine élection, puisque les candidats à l'élection présidentielle ne sont pas tous sur la même ligne là-dessus. Donc à bientôt. Pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques, parlons de ceci pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.